garder sa vieille voiture pollue moins que d'acheter une neuve. En Suisse et dans les pays occidentaux, l'écologie est régulièrement réduite à une question d'affaires de dépenses d'énergie. On parle beaucoup d'énergie fossile, d'énergie renouvelable, ce qui veut dire que nos programmes politiques nationaux s'accordent surtout sur ce qui sort des pots d'échappement de voitures, ce qui sort des cheminées de nos maisons et sur le nucléaire depuis Fukushima. C'est ce que j'appelle la première dimension, qui est l'énergie consommée dans le pays, donc les rejets CO2 dans le pays. À partir de là, nous, en tant que citoyens, nous sommes régulièrement invités à changer d'objet pour économiser de l'énergie. Changer de voiture pour consommer moins d'essence, changer d'électroménager pour consommer moins d'électricité. Mais au final, est-ce vraiment une bonne solution ou une bonne idée? Premier constat, développer cette vision, c'est faire fi d'une deuxième dimension qui est l'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'un des plus grands vecteurs de pollution. Et pourtant, nos programmes politiques n'en tiennent pas du tout compte. Et ça, c'est grave. L'énergie grise, c'est toute l'énergie que nous, êtres humains, avons besoin pour fabriquer un objet. Que ce soit, parce qu'à chaque fois que nous fabriquons un objet, chaque fois, nous avons besoin d'usines pour le faire. Et ces usines sont fortement axées sur les énergies fossiles, donc rejettent en masse du CO2 dans l'atmosphère. L'énergie grise, on la retrouve aussi lorsque l'on fabrique un pont, un tunnel, une route, une maison, un trou. Même un trou, ça pollue. Parce que pour faire un trou, on a besoin de pelles mécaniques qui sont elles-mêmes bourrées d'énergie grise, parce qu'il a fallu les fabriquer. Et on a besoin de camions qui sont eux-mêmes bourrés d'énergie grise, parce qu'il a fallu les fabriquer. Et surtout, aussi bien la pelle mécanique que le camion ont besoin de pétrole pour fonctionner. Une fois qu'on a fabriqué nos objets et nos routes, alors après, on a toute une panoplie d'objets roulants, que l'on appelle camions, voitures, qui vont transporter ces objets sur ces routes, des objets roulants qui eux-mêmes sont bourrés d'énergie grise parce qu'il a fallu les fabriquer, et des objets roulants qui ont besoin de pétrole pour fonctionner. L'énergie grise, la deuxième dimension, c'est l'énergie consommée dans le monde pour fabriquer tous les objets qui nous entourent au quotidien. Alors, changer d'appareil pour économiser de l'énergie, est-ce une bonne idée? Nos écobilans nous le disent, eux qui calculent l'énergie grise. Mais attention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un écobilan, c'est une estimation. Et plus un objet est complexe, plus l'estimation est approximative, voire grossière. D'où la question, est-ce que ces chiffres approximatifs peuvent vraiment nous donner la bonne direction à suivre? Prenons un objet complexe, la voiture. Combien de pièces dans une voiture? Combien de pièces? Eh bien, une voiture, c'est en moyenne 180 000 composants. Mais attention, ce ne sont que les composants. Pour avoir le nombre de pièces, il s'agit de faire x2 à x4 selon le composant. Donc une voiture, ce sont des centaines de milliers de pièces. Imaginez le nombre de kilomètres qu'ont parcouru ces pièces à travers le monde pour être réunies en un seul endroit, un seul lieu, pour constituer la voiture. Imaginez dès lors le nombre de kilomètres qu'une voiture a déjà parcouru avant même d'être voiture. C'est phénoménal. Une voiture, c'est en moyenne plus de 2 kilomètres de câbles électriques. Prochaine fois que vous allez vous promener et que vous faites une marche de 2 kilomètres, imaginez-vous que la distance que vous avez parcourue équivaut à la longueur des câbles que vous avez dans votre voiture. C'est phénoménal. On comprend qu'un éco-bilan, pas facile d'avoir des chiffres qui soient vraiment précis. C'est tout à fait normal, ces estimations. Mais est-ce que ces estimations sont suffisantes pour nous éclairer sur la bonne voie à suivre? Bon, admettons. Moi, je vous propose de transcender nos éco-bilans pour découvrir une troisième dimension. Troisième dimension qui est la pollution chimique. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque nous, êtres humains, nous fabriquons un objet, au-delà de l'énergie grise, nous avons aussi besoin de filières chimiques.
de la chimie qui, durant le processus de fabrication, indubitablement finit dans l'eau, dans les sols et dans les airs. Et plus un objet est complexe, plus la filière chimique est imposante. Imaginez-vous pour une voiture. La troisième dimension, ce sont donc les rejets de substances toxiques dans le monde pour fabriquer tous les objets qui nous entourent au quotidien. Et plus nous fabriquons d'objets, plus nous rejetons de la chimie et des rejets de substances toxiques dans l'eau, dans les sols et dans les airs. On ne peut pas faire autrement, c'est un état de fait. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est un fait. C'est ainsi. À ce stade, on comprend que chaque fois que nous, êtres humains, nous fabriquons un objet, à chaque fois, nous pégerons la vie quelque part sur Terre. Et plus nous fabriquons d'objets, plus nous pégerons la vie quelque part sur Terre. Pour illustrer ces propos, je vous propose de partir voyager, de sortir de nos frontières helvétiques, pour voir qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer un objet. Première étape, déforestation. Pour atteindre la matière première dont on a besoin pour constituer l'objet, on va commencer par éradiquer la vie à la surface de la Terre. Éradiquer la vie végétale, éradiquer la vie animale et toute la microbiotique des sols. Une fois que cette première étape d'éradication de la vie à la surface de la Terre a eu lieu, on peut passer à l'extraction. Et l'extraction, vous allez voir, les trous sont grands, sont énormes. Et pour faire des trous énormes, on a besoin de machines énormes. Voilà une foreuse à charbon. Vous voyez, au pied de cette machine, vous avez des voitures. Imaginez l'hauteur de cette machine. C'est phénoménal. C'est 95 mètres de hauteur, 225 mètres de long. Waouh! Imaginez-vous la quantité d'énergie grise qui a été nécessaire pour fabriquer un engin d'acier aussi grand que celui-là. Imaginez-vous la déforestation et la pollution chimique qui a été nécessaire pour aller tirer l'acier de la Terre. Énorme. À votre gauche, vous avez un trax. Et au-dessus de ce trax, vous avez une roue. Cette roue d'acier, c'est ce qui va creuser la Terre. Cette roue d'acier, elle fait 21 mètres de hauteur. Ça équivaut à un immeuble de 7 étages. Or, imaginez-vous la force qu'il faut pour mettre en mouvement une roue d'acier équivalent à un immeuble de 7 étages, mais non seulement la mettre en route et la faire en mouvement, mais en plus creuser le sol. C'est énormément d'énergie. Un trou, ça pollue énormément. Prochaine fois que vous rencontrez un trou, pensez-y. On va voir cette machine et ses copines travailler ici, dans une mine de charbon en Allemagne, à Hambach. Là, vous pouvez compter 6 machines de ce type-là. Bon, elles paraissent toutes petites parce que c'est tellement grand qu'elles ont l'air désuètes. Et vous pouvez voir qu'il y a 5 machines superposées, ce qui veut dire que ce trou fait au minimum 500 mètres de profondeur. Mais il y a mieux. Aux États-Unis, cette mine de cuivre, là, au-delà de la superficie qui est énorme quand on voit les montagnes qui sont percées à la perpendiculaire, c'est aussi la profondeur du trou. Ce trou-là fait 1200 mètres de profondeur. 1 km 200 de profondeur. Waouh! Imaginez, abyssal! Waouh! Pourquoi aussi profond? Parce que nous utilisons de plus en plus de cuivre. La nouvelle technologie, nos ordinateurs, nos téléphones portables, nos télévisions écran plat, nos voitures, nos robots, l'intelligence artificielle, ça a besoin de cuivre. Donc on creuse de plus en plus profond. Une fois qu'on a atteint ces matières premières, on va passer à la fabrication. Et là, on va voir que les usines qui sont utilisées pour fabriquer nos objets, ça change un peu des usines que nous avons l'habitude de croiser dans notre quotidien. Alors voici par exemple une centrale à charbon du côté de l'Allemagne, ou ici une raffinerie de pétrole du côté des États-Unis, ou encore une aciérie en Chine. Tout objet métallique passe obligatoirement par là. On se rend compte qu'à travers ce petit échantillon d'industrie lourde, pas facile de fabriquer un objet. Ça rejette en masse et pas que du CO2. Alors, changer d'objet pour économiser d'énergie, est-ce une bonne idée? Pas sûr. À force, nous sommes arrivés à une gestion incontrôlable des déchets. Nous fabriquons tellement, nous générons tellement de déchets que nous avons inventé des cimetières d'un nouveau genre. Des cimetières de pneus, des cimetières de voitures ou des cimetières d'avions. On peut se rendre compte que, dans les faits, la quantité devient le problème. Aujourd'hui, nous avons un problème de quantité. Et cela s'explique car pour parvenir à baisser notre consommation d'énergie, nous sommes régulièrement invités
à augmenter notre consommation matérielle. Alors, il y a le recyclage. Le recyclage, c'est bien, hein, le recyclage, c'est propre, c'est le futur, c'est la solution. Ben, voyez, voici une usine de recyclage en Suisse, à Emmenbrücke. Le recyclage, c'est bourré d'énergie grise. Le recyclage, c'est pas propre du tout. Mais surtout, au moment où on recycle, c'est trop tard. Les grands dégâts environnementaux ont déjà eu lieu. Il s'agit de se mettre beaucoup plus en amont. C'est à la fabrication que les grands dégâts environnementaux ont lieu. Alors, si je dis ça, attention, hein, il faut que je précise mes propos là. Si je vous dis ça, c'est pour que l'on se nettoie d'esprit que le recyclage, c'est propre. Et c'est pour qu'on se nettoie d'esprit que le recyclage, c'est la solution. J'entends trop souvent des personnes de bonne conscience qui disent « Oui, j'ai changé, mais c'est bon, c'est recyclé. Tu parles, c'est pas moi du tout. » Il s'agit de se positionner beaucoup plus en amont. Ce n'est pas parce qu'on recycle qu'on peut se permettre de continuer à produire autant que ce qu'on produit aujourd'hui. Et la voiture. Alors la voiture, on nous dit qu'une voiture, c'est 90 à 95% de la voiture est recyclée. Attention, on parle du poids. C'est 90% du poids de la voiture. Tous les composants synthétiques passent à la décharge. Et il y a une décharge de ce type-là à Nonant-le-Pin, en France, qui est un grand problème, parce que la rivière qui passe en dessous de la décharge est polluée. Et une voiture, ce n'est pas tout. Regardez, en 2016, 130 000 voitures exportées de Suisse. 130 000 voitures pour un petit pays de 8 millions d'habitants. Imaginez pour les pays voisins qui nous entourent, des voitures qui partent pour l'Afrique ou pour les pays d'Est. Alors, changer sa voiture pour économiser d'énergie, en fait, si elle continue à rouler dans un autre pays, franchement, on n'a rien gagné sur le plan global. On est tous sur la même planète. Et puis, pire, on va même accélérer le problème du fait que ces voitures vont rouler dans des pays qui ne sont pas organisés comme les nôtres au niveau des contrôles, au niveau des réglementations. Donc, ces voitures vont beaucoup plus polluer dans ces pays non équipés qu'ici, en Suisse. Et puis, surtout, ce qui se passe, c'est que ces 130 000 voitures échappent au recyclage. Elles vont finir leur vie dans des pays qui ne sont ni organisés et qui n'ont ni les moyens techniques de recycler. Donc, elles finiront sur des tombeaux à ciel ouvert. Changer l'appareil pour économiser de l'énergie, est-ce une bonne idée ? Ben moi, je dis non. Bon, ça, c'est mon expertise. Hein. Faites-vous votre propre opinion. Continuez la réflexion. Soyez curieux. Soyez critiques. Mais une chose est sûre, ce qu'on peut dire de ça aujourd'hui, c'est que cette politique-là, en continuant dans cette politique-là va nous amener à un appauvrissement accru des ressources et de la biodiversité. Et ceci pour toutes les formes de vie que connaît la planète Terre. Toutes les formes de vie sont impactées. À partir de là, on comprend deux choses. Un, la croissance du PIB équivaut à la décroissance de la vie sur Terre. Prochaine fois que vous entendez quelqu'un se réjouir de la croissance du PIB, voyez quelqu'un qui, à son insu, se réjouit de la décroissance de la vie sur Terre. Deux, la technologie propre n'existe pas. C'est une illusion collective. Parce qu'avant d'être propre ici, il a fallu salir ailleurs. Le slogan « zéro émission » fait partie de cette illusion collective. Et là, moi, je dis « attention, on nous ment, réfléchissons, réfléchissons ». Parce que zéro émission, ce n'est pas possible. Donc, prochaine fois que vous voyez une publicité qui dit zéro émission, attention, on nous ment, réfléchissons, réfléchissons. Prochaine fois que vous entendez un politicien ou un média parler de zéro émission, attention. Prochaine fois que vous voyez une publicité zéro émission, pas mal, Genève. Je suis content d'être venu, finalement. C'est bien. Omnubilés par le réchauffement climatique et les émissions de CO2, nous avons actionné un empoisonnement généralisé de vivants. Et ça, personnellement, ça m'inquiète. Bon, waouh, c'était sympa cette soirée ensemble. Hein. Bon, mais alors, quelle solution pour notre futur ? Eh bien, il y a une très belle solution, mais une magnifique solution
qui est très simple, qui est à la portée de toutes et de tous, c'est d'acheter moins, consommer moins, réduire le nombre d'objets autour de soi. Ça, c'est une magnifique solution. Vous voulez moins polluer? Achetez moins. C'est aussi simple que ça. Puis en plus, vous ferez des économies d'argent. C'est pas mal. Et quand il s'agit d'acheter, achetez le plus souvent seconde main. Acheter de seconde main, c'est très précieux. Parce que de seconde main, c'est zéro déforestation, zéro énergie grise, zéro pollution chimique, zéro ressources naturelles gaspillées, zéro déchets supplémentaires. C'est du win, 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 win. Waouh! On fait mieux que le domaine bancaire. Ouais. C'est gagnant sur toute la ligne, acheter seconde main. Et si vous voulez encore prolonger tout ça, et si vous voulez encore mettre plus de force pour améliorer la situation du vivant, eh bien, prolonger la vie de vos objets. Pour prolonger la vie de vos objets, réparez et usez jusqu'au bout. Ça sont des solutions intéressantes pour prendre soin de nos vies. Voilà. Le temps qui m'est imparti est un peu court pour vous permettre de faire une présentation détaillée, qui va dans le détail. Ce n'était pas possible. J'ai accepté ce défi en me disant que mon but ce soir, c'était d'ouvrir des portes de réflexion. D'ouvrir des portes de réflexion qui, je l'espère, vous donneront la curiosité de continuer le voyage par vous-même. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste vous partager avec vous une réflexion personnelle qui se résume en une phrase. La dame me fait rire, la dame, là. C'est celle-ci, je vais partager avec vous. Et si vous retenez ça, j'ai fait mon job. Prendre soin de nos objets, c'est prendre soin de nos vies. Vous voulez prendre soin de vos vies? Prenez soin de vos objets. Et ce qui est génial, quand on prend soin de la vie, ça fait du bien. On vit des petits bonheurs. Mais pour vivre le petit bonheur, il s'agit de savoir pourquoi on le fait. Donc, prochaine fois que vous décidez de prendre soin d'un objet, ajoutez cette dimension. Dites-vous qu'au-delà de prendre soin de l'objet, vous êtes en train de prendre soin de la vie et de votre propre vie. Et par là même, de ma vie à moi. Et pour ça, je vous remercie de tout cœur. Merci.